Bienvenue dans notre revue de presse. Ensemble, nous allons parcourir les temps forts qui animent l'Afrique et font écho bien au-delà de ses frontières. Et pour ouvrir ce voyage au cœur de l'actualité, direction le Bénin. Gistna 2025. Le Bénin célèbre la force de résilience des peuples noirs déportés. Matin Libre informe que pour commémorer la mémoire des millions d'hommes, de femmes et d'enfants déportés dans la tragédie de la traite négrière, une seule occasion s'offre à la cité historique de Ouidah, la Gistna. Entendez, Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Ainsi, chaque année, le Bénin s'associe au reste du monde pour célébrer en liesse cette journée qui se veut être pour les filles et fils de la cité des Kwassais un moment de profond recueillement, de retrouvailles et de retour à la source. La Nouvelle Tribune précise que cette édition s'est placée sous le thème Mémoire, résilience et avenir. Honorer les victimes, construire pour demain. Toujours selon la Nouvelle Tribune, l'édition 2025 a réuni autorités, chercheurs, acteurs culturels et membres de la diaspora dans une démarche de mémoire et de transmission. La cérémonie a débuté par un moment de recueillement avant de laisser place à une conférence inaugurale sur le thème 182 ans après le Clotilda, mémoire et survivance culturelle du Bénin et de l'Afrique à Africa Town. Xinhua French rapporte que les participants ont parcouru environ 2 km pour honorer la mémoire des ancêtres, de la place aux enchères, ancien lieu de vente de vies humaines, jusqu'à la porte du non-retour, site symbolique d'embarquement vers les Amériques. Selon Zincha, le ministre béninois du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a déclaré que cette commémoration célébrée chaque 23 août rappelle au peuple béninois l'histoire douloureuse de la déportation de millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Un afrodescendant venu d'Haïti, Bertin Pedro, a salué l'initiative, estimant qu'elle permet de renforcer les liens entre le Bénin et la diaspora africaine. Il a rappelé que le Bénin a promulgué une loi reconnaissant officiellement les afrodescendants issus de la traite négrière et leur accordant la possibilité d'acquérir la nationalité béninoise. Coupe du Monde 2026, la liste du Bénin contre le Zimbabwe et le Lesotho. Nous parlons cette fois-ci sport. Selon Foot Africa, c'est au tour de Guernehor, sélectionneur du Bénin, de dévoiler sa liste de joueurs pour les prochains matchs des Guépards en septembre. Lors des 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Bénin affrontera le Zimbabwe et le Lesotho. Dans ce cadre, Guernehor a dévoilé la liste des 26 joueurs convoqués ce jeudi. Gardien, Marcel Dangino. Saturnin Alagbe Kassifa, Serge Obassa. Défenseur, Cédric Rombedji, David Kiki, Rachid Moumini, Taminou Ouourou, Yohan Rocher, Mohamed Tidjani, Olivier Verdon. Milieu, Matteo Arlenvi, Mariano Arwangbo, Rodolfo Aloko, Samadou Atidjikou, Cessi Dalmeda, Dodo Doku, Imouran Hassan, Rodrigue Kossi. Attaquant, Jodel Dossou, Candace Fiobé, Andreas Rontonji, Steve Mounier, Razak Rachidou, Ayegun Tossé. Liste qui a été confirmée sur le compte X, ancien Twitter de Bénin Football. Selon Banoto, sur cette liste de 25 joueurs, 2 surprises sont à relever. Le technicien franco-allemand a renouvelé sa confiance à 2 cadres qui, depuis un certain temps, ne seraient plus au meilleur de leur forme. Il s'agit de Saturnin Alagbe et de Jodel Dossou. La SRTB précise que le sélectionneur Guernehor mise sur les 25 joueurs qu'il a appelés en sélection pour surclasser les pays concurrents et offrir au Bénin une première qualification historique à la phase finale de la Coupe du Monde. Et que les 2 matchs éliminatoires se jouent en Côte d'Ivoire, bien que ce soit le Bénin qui reçoit. Les stades béninois étant en réflexion. Nous allons cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Présidentielle ivoirienne, une 60aine de candidatures déposées à la CEI. À ce jour, la commission électorale indépendante a reçu les dossiers complets de 61 prétendants pour l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. C'est ce que rapporte le site ivoirien L'Infodrome, affirmant que ce nombre traduit une forte mobilisation politique et un intérêt croissant pour ce rendez-vous démocratique. Jeune Afrique révèle que plusieurs leaders de l'opposition critiquent la candidature à un 4e mandat d'Alassane Ouattara et dénoncent leur exclusion de la liste électorale. Mais cela n'a pas empêché plusieurs ténors de déposer leur dossier pour pouvoir participer à la course. Parmi eux, Laurent Gbagbo, pourtant radié en raison d'une condamnation de la justice ivoirienne. Laurent Gbagbo, qui a d'ores et déjà face à lui un autre prétendant du PPACI, précise Jeune Afrique. En effet,
Awa Dombello qui se propose comme une alternative en cas de rejet de la candidature de l'ancien président, a aussi déposé son dossier. Ces équipes étaient accompagnées de Charles Blé Goudé, inéligible, et qui a affirmé soutenir toutes les candidatures de la gauche. Il était aux côtés de l'ancienne première dame et leader du MGC, Simone Eivé Gbagbo. Une autre figure de la gauche, Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, a déposé sa candidature malgré la fronde interne à laquelle il fait face. L'autre ténor de l'opposition absent de la liste électorale est le président du PDCI, Tidjane Thiam. La justice ivoirienne avait demandé son retrait de la liste, estimant qu'il était toujours français au moment de son inscription. Afrique.com souligne que si l'annonce d'une 60aine de candidatures peut sembler refléter une ouverture démocratique, tous ne franchiront pas le cap du Conseil constitutionnel. Les sages devront examiner scrupuleusement les dossiers en vérifiant notamment les critères de moralité, d'éligibilité et les conditions financières imposées. C'est donc une sélection plus restreinte qui sera officiellement validée d'ici le 10 septembre 2025. Le Cameroun veut réinventer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Selon Afrique IT News, le 26 août 2025, le ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a reçu une délégation du Comité national de la zone libre échange continentale africaine de Côte d'Ivoire en visite de travail jusqu'au 30 août. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une mission économique qui doit aboutir à un mini-forum et à des rencontres d'affaires bilatérales. Investir au Cameroun précise que le ministre du Commerce a notamment insisté sur l'impératif de dépasser le simple stade de l'échange des biens et services pour prendre en compte l'indispensable transfert de technologies, les investissements croisés et la création de éco-entreprises dans l'esprit du multilatérisme commercial originel. En effet, la coopération économique entre Yaoundé et Abidjan est pour l'instant largement au profit du pays de l'Afrique de l'Ouest. Selon le rapport sur le commerce extérieur du Cameroun en 2023, publié par l'Institut national de la statistique, la Côte d'Ivoire ne figure même pas parmi les 10 premières destinations africaines des exportations du Cameroun. Par contre, la Côte d'Ivoire est le premier fournisseur africain de la locomotive économique de la CEMAC. Au cours de l'année 2023, par exemple, la Côte d'Ivoire a fourni au Cameroun 84 400 tonnes de marchandises d'une valeur de 75,9 milliards de francs CFA, représentant 1,5% des achats du Cameroun sur le continent africain. L'AITN précise que c'est ce déséquilibre que Yaoundé souhaite corriger. Le forum économique prévu ce 27 août 2025 à Yaoundé doit peser les jalons de cette nouvelle coopération. Nous restons en Côte d'Ivoire, mais nous parlons cette fois-ci sport. Alban Lafont rejoint la sélection de Côte d'Ivoire. Foot Mercato informe que parti du FC Nantes pour aller en Grèce, le gardien Alban Lafont de 26 ans tente de relancer sa carrière. En effet, il a été convoqué en sélection de Côte d'Ivoire par Hermès Faé où il sera en concurrence avec Haya Fofana, le gardien du SCO d'Angers. L'équipe précise que Lafont a joué avec l'équipe de France Espoir et il avait été aussi appelé chez les Bleus par Didier Deschamps en septembre 2022 quand Hugo Lloris était forfait et que lui évoluait à Nantes. Depuis, le Burkina Faso a tenté de convaincre l'ex-gardien des Canaries de le rejoindre, mais cela fait plusieurs mois que la fédération ivoirienne aussi est en contact avec lui pour renforcer ce poste. Il a donc choisi de porter plutôt les couleurs des éléphants, obtenant la nationalité ivoirienne dès lors que la mère de son grand-père maternel était ivoirienne. Nous restons dans le sport, mais cette fois-ci au Burkina Faso. Équipe du Burkina Faso, je n'ai pas été associé. Brahma Traoré sur l'échec du dossier Alban Lafont. Cette décision de Alban Lafont a suscité des interrogations auxquelles le sélectionneur des étalons Brahma Traoré a répondu sans détour en conférence de presse. Selon Africa Foot United, lors de sa conférence de presse de ce jeudi, Brahma Traoré n'a pas fui le sujet Alban Lafont. Le gardien du FC Nantes, longtemps approché par la fédération burkinabé, a finalement opté pour la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas été associé. Je ne sais pas sur quoi les négociations ont échoué. Il est allé avec la Côte d'Ivoire. Je lui souhaite bonne chance. Je n'ai plus de commentaires à propos de Lafont que je ne connais pas très bien, a confié Brahma Traoré. Malgré la déception, le sélectionneur burkinabé a adopté un ton pragmatique. Pour lui, il s'agit avant tout de respecter la décision du joueur. Je pense qu'Alban Lafont est un bon gardien. Nous voulons avoir de très bons gardiens et nous l'avons approché à un moment donné. Mais on ne peut pas forcer ce que l'on ne peut pas avoir, a-t-il expliqué.
Toujours au Burkina Faso, la coordonnatrice résidente de l'ONU expulsée après un rapport jugé mensonger. Selon Afrique.com, le Burkina Faso a déclaré lundi 18 août la coordonnatrice résidente des Nations persona non grata. En cause, sa responsabilité dans l'élaboration de rapports onusiens sur les enfants et le conflit armé que Ouagadougou accuse de contenir des informations graves et mensongères. Le gouvernement burkinabé reproche au document d'avoir compilé des données sans source objective, sans preuve ni justificatif et de véhiculer des affirmations sans fondement mettant en cause les forces armées burkinabées. La Nouvelle Tribune précise que l'ONU a exprimé son regret et rappelé que ses agents bénéficient d'immunités prévues par les conventions internationales. Elle a toutefois assuré vouloir poursuivre son soutien humanitaire et ses programmes de développement dans le pays. La Nouvelle Tribune ajoute que ces choix diplomatiques s'inscrivent dans un climat de méfiance accru à l'égard des acteurs étrangers. Alors que la lutte contre les groupes armés reste prioritaire, le Burkina Faso revendique sa capacité à définir seul la manière de protéger sa population et de gérer ses relations internationales. Le Mali et le Burkina Faso boudent le sommet africain sur la défense au Nigeria. Maliweb révèle que le Mali et le Burkina Faso ont boycotté le sommet africain sur la défense organisé à Abuja, marquant une nouvelle fracture entre l'Alliance des États du Sahel et leurs voisins d'Afrique de l'Ouest. Maliweb précise en effet que le Mali et le Burkina Faso n'ont pas envoyé de représentants au sommet africain des chefs d'état-major de la défense qui s'est ouvert lundi 25 août à Abuja au Nigeria. Une absence remarquée qui illustre la profonde rupture entre les juntes sahéliennes et leurs voisins d'Afrique de l'Ouest. Tout comme le Niger, ces deux pays ont quitté en janvier la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour fonder leur propre cadre de coopération sécuritaire, l'Alliance des États du Sahel. Afrique sur 7 révèle cependant que seul le Niger était représenté parmi les pays de l'AES. Après le coup d'État au Niger, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, présidée par Bola Ahmed Tinubu, avait menacé le régime militaire d'une intervention militaire régionale. Mais depuis un moment, les relations entre le Nigeria et le Niger se sont améliorées et des accords de partenariat ont même été signés. Toujours au Mali, le Conseil constitutionnel valide l'élargissement du gouvernement à 30 membres. Selon Kouassi, le Conseil constitutionnel du Mali a validé lundi la loi organique portant à 30 le nombre maximum de membres du gouvernement, incluant ministres délégués et secrétaires d'État. Cette réforme, adoptée par le Conseil national de transition le 5 décembre 2024, remplace la limite précédente fixée à 25 membres par la charte de la transition d'octobre 2020. Le gouvernement, dirigé par le Premier ministre Abdoulaye Maïga, compte actuellement 28 membres. Cette réorganisation s'inscrit dans la dynamique de réforme institutionnelle engagée depuis le coup d'État de mai 2021 et vise à concilier les besoins d'une administration élargie avec l'exigence de rationalisation des ressources publiques. Nous poursuivons cette revue de presse avec le Cameroun. Le SDF en crise avant la présidentielle. Afrique.com informe qu'à 2 mois de l'élection présidentielle camerounaise du 12 octobre, le Social Democratic Front SDF navigue en eau trouble. Entre les démissions en cascade de ses cadres et l'intransigeance de son candidat Joshua Ossi face aux appels à une coalition d'opposition, l'ancien premier parti d'opposition du pays traverse sa plus grosse crise interne. Dans une déclaration rendue publique ce week-end, un groupe constitué d'anciens cadres du SDF dénommé le G27 a officiellement annoncé son ralliement à l'Union nationale pour la démocratie et le progrès de Bello Bouba Maïgari. Cet ancien ministre du tourisme et des loisirs de 78 ans, devenu candidat à l'élection présidentielle, semble séduire par son programme. Kamer B précise que d'autres candidats ont été poussés à la porte par la situation de crise actuelle dans les régions anglophones du Cameroun. Autre constat, plusieurs autres candidats se retrouvent avec leur nom dans les listes alors qu'ils n'ont rien demandé, comme cela a pu être lu dans leur lettre de démission. Nous poursuivons ce voyage dans l'actualité avec le Niger. Un accès restreint aux visas pour les Européens. Selon Afrique Média, le Niger restreint l'accès à ses visas pour plusieurs ressortissants européens qui devront désormais s'adresser à Genève, Ankara ou Moscou. La mesure justifiée par la réciprocité répond aux difficultés rencontrées par les Nigériens dans leur démarche auprès des ambassades européennes. Elle concerne notamment l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et le Royaume-Uni.
Actu Cameroun précise que le ministre nigérian a souligné que de nombreux citoyens nigériens sont contraints de se rendre dans des pays voisins pour obtenir un visa d'entrée en Europe. Les ambassades concernées à Niamey restant silencieuses face aux demandes d'assouplissement formulées par le gouvernement. Une situation jugée inéquitable par les autorités de Niamey qui ont donc décidé de restreindre à leur tour les conditions d'entrée sur leur sol pour certains Européens. Ainsi s'achève notre revue de presse de la semaine. Merci pour votre fidélité et votre écoute attentive. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité. Je suis Coralie Poyon, coach, journaliste et animatrice à Coaching TV. À la réalisation, Aurélie Atta, réalisatrice à Coaching TV.